Chères téléspectatrices, téléspectateurs, c'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois en direct de la ville de Conakry où nous vous faisons vivre cette élection présidentielle en Guinée qui aura lieu le 11 octobre prochain. Alors l'enjeu est bien évidemment de savoir si l'actuel président Alpha Condé sera reconduit dans ses fonctions ou alors un autre candidat accédera-t-il à la magistrature suprême. Merci Marie-Angèle. Une fois de plus, on est donc heureux de vous retrouver comme chaque soir à partir de 20h GMT. Depuis l'hôtel Riviera Royal de Conakry, nous nous émettons en direct afin de vous faire vivre cette campagne présidentielle guinéenne. Alors à chaque émission, son thème. Celui de cette émission sera un état des lieux du système de santé en Guinée et avec un focus sur la gestion de la crise liée à l'épidémie d'Ebola en Guinée. Marie-Angèle, nous avons donc 4 invités pour cette première séquence. Je vais les présenter dans une minute. Nous avons le docteur Sakoba Keita, qui est le coordinateur de la riposte contre Ebola et qui est aussi membre d'un parti politique, le RPG, le parti au pouvoir. Bienvenue. Merci d'être sur le plateau. Nous avons le docteur Jean Touré, qui est député de l'Union des forces républicaines. Et le candidat de ce parti-là, c'est M. Sidia Touré. Bienvenue. Merci beaucoup. Nous avons le docteur Fodé Marega, qui est député aussi et qui est de l'Union des forces démocratiques de Guinée, qui présente un candidat, M. Selou Dalen Diallo. Bienvenue. Merci beaucoup. Et enfin, nous avons le docteur Tchernoba, qui est secrétaire général du Parti de l'Espoir pour le développement national, mais plutôt à Strasbourg, en France, et qui représentera sur ce plateau le candidat Lansana Kouyaté. Bienvenue. Merci. Alors, au 27 septembre 2015, le bilan était de 11 311 morts sur 28 424 cas recensés en Afrique de l'Ouest. Alors, vous êtes concernés, chers téléspectateurs, peut-être vos proches l'ont-ils été, par cette épidémie qui a touché le continent africain. Alors, vous pouvez tout de suite réagir via l'adresse suivante, guinée2015@africa24tv.com et nous lirons vos réactions, si vous en envoyez, à l'antenne, aux personnes d'ailleurs qui sont présentes sur ce plateau. Peut-être avez-vous des questions à leur poser et nous réagirons bien sûr à tout cela. Alors, plusieurs secteurs d'activité ont été paralysés par cette résurgence du virus Ebola, même si les autorités ont réussi à réduire le nombre de cas de mortalité. On a quand même noté une extension du virus qui a été favorisée par l'absence de sensibilisation rapide, par le manque de spontanéité du corps médical ou bien les moyens financiers pour la prise en charge des premiers cas déclarés. Alors, selon l'OMS, au 20 septembre 2015, on a enregistré 3800 cas pour 2532 décès. On va suivre ce reportage de Idelette Mirabel Bissou. On peut dire que les objectifs de départ de la Troisième République sont en train vraiment de remplir leur contrat, dans la mesure où dans le système de santé, on est parvenu vraiment à arriver à la gratuité de la... Alors effectivement, ce n'est pas le sujet que vient de vous proposer Thierry. La question est de savoir peut-être avec la régie si le sujet est bien prêt pour que nos téléspectateurs puissent y avoir accès. Alors c'est le cas, donc regardez ce reportage tout de suite. On revient juste après sur ce plateau pour en débattre. Depuis 2013, les autorités guinéennes se sont lancées dans la lutte contre le virus Ebola. La gestion de l'épidémie Ebola dans le pays n'a pas été chose facile. Des failles du système sanitaire, en passant par la stigmatisation et la marginalisation des personnes contaminées sont entre autres les défis auxquels le gouvernement a fait face pour réduire l'incidence de la maladie dans le pays. Il fallait que non seulement que les institutions s'impliquent, que toutes les organisations puissent s'impliquer, pas l'État seulement, et que les partis politiques aussi ont fait de la sensibilisation, c'est-à-dire que chacun s'est impliqué pour pouvoir auprès des médecins ébouter Ebola hors du pays. Ces conséquences sont énormes, elles sont dramatiques pour une bonne partie de notre économie dès l'instant où des compagnies aériennes ont arrêté de desservir le territoire. Les commerçants guinéens qui avaient l'habitude d'avoir des échanges et d'aller chercher des marchandises, avoir des échanges avec des pays d'Asie n'ont plus eu l'occasion d'y retourner. Beaucoup d'experts et d'axes de coopération soutenus par des partenaires étrangers n'ont pas pu se tenir parce que ces partenaires ne venaient plus en Guinée. Le retard observé au niveau des urgences médicales, les effectifs réduits des médecins et un plateau médical vétuste,
sont des insuffisances qui ont contribué à la propagation rapide du virus Ebola. Depuis mai 2015, un plan de relance du système de santé sur 3 ans a été mis en place. Il prévoit de redynamiser la prise en charge des services d'urgence dans les hôpitaux. Le premier objectif de ce plan, c'est d'abord d'arrêter la maladie à virus Ebola. Ensuite, faire en sorte qu'on ait un système de surveillance et de contrôle des épidémies dans le pays, afin que ce qui est arrivé avec Ebola ne puisse plus jamais se répéter. Et enfin, renforcer le système de santé au niveau des districts de santé en mettant un accent particulier sur les infrastructures, les équipements, surtout les ressources humaines en santé. Sur le plan social, la méconnaissance du virus Ebola par la population, la stigmatisation et l'absence de sensibilisation dans certaines zones du pays ont augmenté le risque de transmission du virus. Au plan économique, l'épidémie a ralenti le rendement dans plusieurs secteurs d'activité. Les pertes économiques liées à Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone en 2015 sont estimées à 2,2 milliards de dollars. Alors, Dr Marega, la Guinée, le Libéria, la Sierra Leone ont été, on le sait, les pays les plus touchés par cette épidémie du virus Ebola, tandis que d'autres, par exemple en Afrique de l'Ouest, ont su endiguer rapidement la même cause, le même facteur. Pourquoi, selon vous, cela s'est-il passé comme ça en Guinée? Je pense que déjà, de prime abord, on a une surprise en Guinée. Et une assez mauvaise gestion au départ de cette épidémie a entraîné une flambée assez rapide et ensuite hors de contrôle. Et comme nous sommes dans une structure sanitaire, je dirais, délabrée, nous nous sommes retrouvés vraiment avec un choc important. Tandis que dans certains pays qui avaient déjà en fait entendu parler de cette maladie, et lorsque c'est arrivé, par exemple au Nigeria, il y a tout de suite eu une prise en charge rapide, fermée et décisive de cette pathologie qui l'a confinée. Au Mali, ça a été pareil. Il y a eu des petites erreurs, mais qui ont été vite rattrapées et qui ont permis à ces pays vraiment de réagir. Le problème de la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, c'est que vous savez que ce sont des pays, pour le Libéria et la Sierra Leone, qui sont des pays qui étaient en guerre. Donc avec un système de santé délabré, complètement à plat. Et donc cette pathologie arrivant brutalement sur leur territoire, ils n'ont pas pu faire face et tout de suite la flambée a été terrible. Et je pense que ce qui a été plus ou moins à l'origine un peu de ça, c'est que nous avons eu quand même en Guinée un laxisme au départ pour prendre en charge cette pathologie et on a politisé plus ou moins cette affaire au lieu d'en faire et de laisser les techniciens réellement résoudre ce problème. Dr Sakoba Keita, vous êtes justement le coordinateur de la riposte contre Ebola. On parle quand même des premiers cas qui ont pu débuter vers septembre et c'est en décembre que le gouvernement commence à se saisir du problème. Est-ce que ce n'est pas tard, 2 mois plus tard? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, peut-être que historiquement, il faut clarifier que les premiers cas ont commencé en Guinée depuis mi-décembre 2013. Ce n'était pas septembre? Ce n'est pas septembre, mi-décembre 2013, et que c'est à l'arrivée du décès de notre directeur de l'hôpital de Massanta en février 2014 que le système de santé s'est réveillé face à une maladie nouvelle qu'elle ne maîtrisait pas. Donc les premiers rapports nous sont parvenus le 14 mars et c'est ainsi que nous avons mobilisé nos équipes pour aller faire une première investigation avec le concours de l'OMS et Médecins sans frontières. Et le 18 mars, les premiers échantillons ont été expédiés à l'étranger. Et le 21 mars, j'ai été informé à 1 h du matin qu'il s'agit bel et bien d'Ebola. 3 mois plus tard, en fait. Hein? Voilà. 3-4 mois plus tard. Voilà. Cette situation s'est traduite. C'était un système quand même qui n'avait pas la capacité matérielle ni technique avec la capacité humaine de pouvoir le confirmer. Je vous dis que les échantillons n'ont pas été confirmés en Guinée. On était obligé, il n'y avait pas de laboratoire capable de le faire. Donc notre système souffrait d'une anémie chronique qui part de longtemps et dont les maux ont été réveillés par cette épidémie Ebola. Docteur Touré, on a entendu sur ce plateau parler de laxisme au départ. Pouvait-on gérer
différemment cette épidémie au vu du contexte qui n'est pas simplement imputable forcément au pouvoir en place, mais à ceux qui ont précédé, qui l'ont précédé? Merci beaucoup. Moi, je voudrais vous dire sincèrement que nous n'avons pas tellement besoin de description de cette épidémie aujourd'hui. Malheureusement que notre frère est là, qui est un grand technicien, il a fait la preuve devant l'Assemblée nationale. Mais je peux vous dire que l'épidémie Ebola, moi je ne dirais pas que c'est une nouvelle maladie pour nous en Afrique. Déjà en 1976, les filovirus, que ce soit Ebola, que ce soit Lassa, étaient déjà bien connus depuis 1976 et que l'on savait aussi qu'on est capable d'isoler ce virus partout où ça naît. Ça se circonscrit. Ça a été circonscrit aux Zaïre. On en a parlé depuis 1976, c'est pas fini là-bas, mais on ne parle jamais de son extension. C'est arrivé en Guinée à un moment où on était dans la possibilité de circonscrire la maladie. Mais à ce temps-là, il y avait des raisons politiques en Guinée, des visites d'État qui étaient signalées par-ci, par-là, des accords qui devraient être signés, des conférences de prévues. Les autorités ont préféré taire la nouvelle, c'était déjà su, je vous l'assure, je suis un technicien de santé publique, je suis porteur de serment, j'ai été directeur d'une banque de virus, c'était déjà su, mais les techniciens n'ont pas reçu les ordres pour réagir. C'était sûr à quel moment? C'était sûr, moi j'ai dit à partir de novembre, les effets épisodiques qui avaient été provoqués en forêt, on entendait dans la rumeur qu'il y a des gens qui sont en train de mourir vers Gekedou, Massanta. En novembre, hein? Oui. Donc bien avant décembre. Mais bien sûr, on entendait dans la rumeur que les gens mouraient dans ces lieux. Et nous, on a même fait ce jour-là un entretien pour penser à la fièvre Lassa qui avait eu lieu une fois à Kindia dans les années 1974. Oui, mais docteur Touré, il y a une différence entre des rumeurs et puis porter un certain nombre d'accusations, disant que le gouvernement, les autorités ont volontairement cherché à étouffer cette affaire. Personne ne démentira. En termes de santé publique, la prévention est de mise. La rumeur est importante. Dès que ça naît, les techniciens bondissent dessus. Mais le problème de la Guinée, c'est quoi? Ce n'est pas les techniciens qui sont aux affaires. Ils doivent recevoir des ordres. C'est tout simplement cela qui a fait que la question a été rendue officielle beaucoup plus tard. Il fallait attendre que les réunions d'État finissent, que la conférence finisse, que tel chef d'État vienne et quitte, ainsi de suite. Et quand on a annoncé officiellement, la gestion de cette opération, elle n'a pas été premièrement par les techniciens, elle a été faite par les politiciens. Justement, quand on parle de politique, M. Tcherno, est-ce que vous n'avez pas failli, vous les politiques, notamment les représentants des candidats qui sont sur le plateau, est-ce que vous n'avez pas failli par rapport au discours que vous avez proféré à ce moment-là, et même par rapport à la sensibilisation des populations? Est-ce que vous avez fait votre travail de sensibilisation? Oui, en fait, le PDN, le Parti de l'Espoir pour le Développement National, très tôt, nous avons préparé, nous avons présenté des stratégies qu'il faut mettre en place. Non seulement parce qu'il y a eu l'échec des stratégies qui ont été mises en place par le gouvernement, vu tout simplement parce que, comme il vient de le dire, il y a l'insuffisance au niveau du système de santé. En fait, il n'y a pas de service de veille, de prévention et de riposte épidémiologique. Il y a une insuffisance à ce niveau. Mais aussi, le système de santé est défaillant, qu'on le dise. Au niveau de la communication, il y a une mauvaise communication, le fait que déjà la maladie n'était pas connue des professionnels de santé, mais aussi sa prise en charge. Aussi cela, j'ajoute à une mauvaise communication de la part des autorités de Conakry pour dire que la maladie n'existe pas ou la maladie existe, mais au fait, dès au départ, ils n'ont pas... Il y a eu ça, des communications des communications pour dire que nous avons maîtrisé la situation. D'abord ça. Donc le pouvoir a déclaré avoir maîtrisé totalement la situation. Dès au départ, avoir maîtrisé, ils ont la maîtrise de la fièvre à virus Ebola. Mais au fait, pourquoi? Parce qu'il y a une faiblesse au niveau du système de santé. Le ministère de la Santé doit avoir un service de communication qui doit communiquer sur toutes les questions de santé publique, mais aussi sur des questions qui doit élaborer une fiche technique des pathologies à déclaration obligatoire. Oui. Je reviens vers Monsieur Fodé, excusez-moi, plutôt Docteur Keita. Je vais vous donner quelques chiffres, vous allez me dire où est-ce qu'on en est actuellement par rapport à cette épidémie. J'ai vu que le 20 septembre dernier, selon les chiffres de l'OMS, il y a 719 échantillons qui ont été testés par 8 laboratoires opérationnels dans votre pays. Voilà. Alors il y a les analyses de la distribution géographique qui montrent qu'on a fait des tests sur 21 des 34 préfectures de la Guinée. Est-ce qu'il y a encore des cas, au jour où nous parlons, d'Ebola?
Affirmatif, je vous donne la dernière nouvelle à 18 h tout à l'heure. Il nous reste 6 malades hospitalisés dans nos 2 centres de Conakry et de Forêt-Karia, dont 2 cas confirmés à Nongor, à Toma, et 2 cas confirmés à Forêt-Karia, plus 2 suspects. Donc ça, c'est la dernière nouvelle de 18 h et nous sommes au 8e jour sans notification de nouveaux cas d'Ebola dans le pays. Alors, docteur Mariga, effectivement, il faut 40, selon l'OMS, en tout cas, il faut 42 jours, 2 fois la durée maximale d'incubation pour déclarer qu'effectivement, il y a eu le dernier cas connu dans un pays. On a l'impression, en Guinée, qu'à chaque fois qu'on se rapproche de l'échéance, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on va y arriver et qu'on va tenir le cap, on constate de nouveaux cas, 1 ou 2 cas isolés et qui relancent le processus. Comment l'expliquer? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que les populations sont un peu moins vigilantes? Est-ce qu'il faut maintenir cette campagne de sensibilisation encore? Moi, je pense qu'il y a 2 choses dans cette affaire-là. C'est que souvent, les autorités sont trop pressées. Parce que, bon, c'est la politique qui veut toujours prendre le pas sur le technique. Alors, je vais voir Sakoba, mais je sais que le 25 et 29 septembre, il y a eu des nouveaux cas. Donc, il y a aujourd'hui le contrôle global au niveau quand même du pays est fait. Il y a des poches de résistance encore dans la zone de Forêt-Karia qui restent et puis un peu dans les périphéries de la capitale. Je dirais simplement que aujourd'hui, Ebola, c'est pas fini. Et le problème, c'est que politiquement, on fait comme si c'était fini, alors que on doit redoubler même d'efforts ces derniers instants pour pouvoir mettre, comment on appelle ça, on peut pouvoir bouter Ebola au dehors. Et c'est le slogan que l'on a ici, mais je ne dirais pas qu'on ne fait rien pour ça. Ebola non, zéro. Hein, Ebola zéro, je ne dirais pas qu'on ne fait rien pour ça, mais je dis simplement qu'on n'en parle pas suffisamment aujourd'hui et on ne montre pas aujourd'hui qu'Ebola existe ici. Voilà pourquoi vous avez toujours l'impression qu'il y a de nouveaux cas qui surgissent. Mais c'est parce que ce n'est pas fini. C'est parce que ce n'est pas fini. Et on fait de telle sorte que les gens pensent que c'est fini. Parce qu'on ne fait plus de publicité. On a eu beaucoup de cas comme ça à un moment donné. Il y a eu un pic et à un moment donné, il y a eu une réduction assez drastique de nombre de cas. Et les gens ont cru, comme il n'y avait pas de communication ni rien, bien sûr que Ebola avait disparu. Et tac, il y a une flambée encore importante qui a été à l'origine de beaucoup de choses. Mais vous savez, je viens juste dire que nous avons eu un retard à l'allumage extrêmement important. Là, il faut qu'on le dise sérieusement. Je pense que même le docteur Sakoba le sait et que peut-être que politiquement il ne veut pas le dire, mais il faut qu'il comprenne qu'aujourd'hui on est là, on doit la vérité aux Guinéens. Il faut qu'on le sache. Oui. Et il y a eu beaucoup d'erreurs à des moments précis. Je voudrais juste rappeler un petit épisode. Je ne sais pas si vous vous souvenez tous de l'épisode de la glacière qui a été transportée par un bus rempli de public, hein, pour venir à Conakry, parce que soi-disant il n'y avait pas de transport particulier pour les contenait la glacière. Une glacière contenant des virus Ebola. Oui, et qu'on n'a pas retrouvé. Hein. Ah bon, docteur Sauf si... Oui. Alors, je veux savoir, qu'est-ce que vous comptez faire au niveau de l'UFR si vous parvenez au pouvoir pour rapidement endiguer l'épidémie? Là, c'est simple. Avec la connaissance que nous avons de la situation épidémiologique de ce pays, la connaissance que nous avons de la vie de nos populations, on sait que pour chaque chaîne de maladie, il y a un système, il y a une façon de faire. Dans le cas particulier, c'est simplement l'isolement avant la maladie. L'UFR, quand il a été question d'Ebola, les députés le savent, le président Sidia, il a été la première personne à demander à l'Assemblée officiellement de tenir une journée parlementaire sur la lutte contre la fièvre Ebola. La journée parlementaire a été tenue avec succès. Le docteur Sakoba Keita est venu nous faire vraiment un exposé qui a convaincu tout le monde et on s'est engagé à l'aider. Nous avons voté ce jour-là une résolution parlementaire à l'unanimité pour mettre en place une commission parlementaire contre pour la lutte contre Ebola. Malheureusement, et malheureusement, je le dis 1000 fois encore,
l'Assemblée nationale n'a pas exécuté cette résolution qui émanait de l'unanimité des députés et en phase de crise. Quelle a été notre idée quant à nous à l'UFR? On dit peut-être que la commission parlementaire les effraie. Et parce que cette commission parlementaire, tout le monde disait qu'il fallait que les politiciens se mêlent. La meilleure façon que les politiciens soient ensemble, c'est de l'Assemblée. Tous les députés, tous bords confondus, étaient d'accord. Aujourd'hui, si l'UFR arrive aux affaires, notre programme de santé est clair. Nous savons qu'il faut d'abord commencer par la prévention. Ce n'est pas seulement Ebola, c'est aussi le choléra qui est épisodique ici. C'est le palu qui tue plus que Ebola, plus que le choléra. C'est aussi la méningite qui revient de temps en temps. Donc, la politique de santé sera premièrement basée sur la prévention. La politique de santé sera basée sur l'ordre. Parce qu'en fait, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat du désordre. C'est le résultat du désordre. Merci. Nous pensons que, s'il vous plaît, nous pensons que les techniciens ne manquent pas en Guinée aujourd'hui. Je vous assure. Si cette affaire d'Ebola avait commencé à être gérée par les techniciens selon leurs connaissances épidémiologiques de la Guinée. Parce que la Guinée a un passé santé publique très important. Ce n'est pas comme le Libéria où le système a été effondré. Et la Sierra Leone, après 10 ans de guerre, il n'avait rien. Nous, on avait des centres de santé. Nous, on connaît les services des grandes endémies. Nous, on a pu mettre beaucoup de choses en dehors. Nous avons pu participer à la lutte contre la variole en Guinée en gardant la banque de virus dans notre pays. Merci, Dr Touré. Je pense que là... On va passer la parole aussi aux autres sur ce plateau, parce que effectivement, vous avez des exemples très intéressants. Mais Dr Keïta peut nous parler, on va essayer d'élargir un peu à l'économie aussi, parce que c'est important. Comment et quel a été selon vous l'impact socio-économique, en sachant par exemple que selon la Banque mondiale, les pertes en PIB en 2015 dues à Ebola s'élèvent à peu près à 540 millions de $? Bon, peut-être avant d'aborder ces aspects économiques, je suis médecin de santé publique, j'aimerais apporter quelques clarifications comme mon quotidien c'est Ebola actuellement. Premièrement, la Guinée possède un guide de l'OMS depuis 2001 que nous avons implémenté dans toutes nos structures et qui a été élaboré par l'OMS lors de sa 40e session en 1998. Donc c'est dans ce document où il y a toutes les directives sur les maladies à potentiel épidémique avec toutes les fiches techniques. Donc c'est ça qui nous a servi de bréviaire pour orienter tout notre système depuis l'année 2001. Deuxièmement, le problème d'échantillon qui a été perdu, c'est dans un taxi de provenance de Kankan vers Guéguédou. Mais quand cela se tient, la durée de vie de ce virus-là ne peut même pas vivre à la température ambiante. Même l'eau simple le tue. Donc cette glacière, c'est vrai qu'on ne l'a pas retenue. À l'époque, on n'avait qu'un seul véhicule pour toute la région de Kankan pour le transport des échantillons. D'ailleurs, que ce véhicule n'était pas disponible, ils ont emprunté un taxi. Au jour que je vous parle, pratiquement toutes nos préfectures ont suffisamment de véhicules et nous avons décentralisé les examens. Et donc, par rapport aux effets économiques, je ne pourrais pas m'avancer sur des chiffres. Voilà. Mais je sais que l'impact économique est énorme. Ça a arrêté beaucoup d'importations. Et même dans les régions où on a eu beaucoup de cas, la productivité est très faible. Et au moment où je vous parle, c'est demain que nous allons conclure sur les effets médicaux et socio-économiques que cet Ebola-là a impacté sur nos populations. Le séminaire est en cours à Kindia. M. Tianoba, l'un des secteurs qui a été le plus touché, c'est le secteur de l'agriculture. Oui. Il y a eu un fort exode rural et notamment il y a eu un effondrement des exportations de cacao, d'huile de palme parce que les populations ont fui des villages pour les villes et elles avaient peur d'Ebola. Qu'est-ce que votre parti compte faire, le candidat Lansana Kouyaté, pour redonner une confiance aux populations pour qu'elles puissent rentrer dans les champs? Oui, pour que d'abord le parti, ce que nous proposons aux autorités sanitaires, c'est d'abord avant de réhabiliter, il faut d'abord mettre en place un comité de veille au niveau villageois, c'est-à-dire au niveau rural, un comité de veille pour remonter les informations sur toutes les questions de santé publique, mais aussi mettre en place un comité local de santé au niveau urbain. Maintenant, par rapport à l'aspect agriculture, nous savons qu'aujourd'hui, il y a eu l'exode rural vu l'épidémie, la maladie à virus Ebola. Donc la stratégie que nous mettons en place, c'est d'abord faire un plaidoyer auprès de la population, sensibiliser pour le retour. Déjà aussi détecter des foyers qui sont aujourd'hui des foyers actifs
Nous savons que aussi les foyers actifs aujourd'hui à la préfecture de Forokaria, donc cette zone, il est un peu très difficile de passer, mais c'est la sensibilisation que nous allons mettre en priorité. Donc la politique aussi agricole que nous avons au niveau de notre parti, c'est déjà que l'agriculture, c'est aussi, ça fait partie des piliers du développement socio-économique d'un pays. Si on a été affecté par la maladie à virus Ebola, ça impacte le développement socio-économique. Donc pour ce qui est de l'agriculture, nous savons ce qu'il faut faire, c'est faire la promotion d'autosuffisance alimentaire dans ce sens. Mais aussi, l'État ne peut pas aussi investir dans le domaine agricole, mais il faut mettre en place ce qu'on appelle des associations d'initiatives et d'entreprises dans ce domaine. Donc voilà les stratégies que nous avons à long terme. Ça, c'est post-Ebola que nous allons mettre en place. Docteur Marega, alors comment le commerce également a été touché, il a été ralenti, comment le redynamiser, comment faire baisser la flambée des prix encore plus que ce qu'on a connu, tout en sachant que par exemple la Guinée a été aidée par le groupe de la Banque mondiale, 200 millions de dollars pour la Guinée. Comment votre parti compte gérer? Est-ce qu'il compte sur ces aides ou est-ce qu'il compte sur une autre stratégie pour développer le pays, pour redonner ses lettres de noblesse à la Guinée, si bien sûr votre candidat est élu? Ces lettres de noblesse, bon, je vous laisse le soin de... C'est votre objectif tout de même. Non, c'est notre objectif. Bon, non, c'était pour dire simplement si elles avaient déjà des lettres de noblesse avant, quoi. Voilà, bon, merci. Alors, je voudrais simplement vous dire que, vous savez, en Guinée, il y a eu de tout temps, mais surtout ces dernières années, un commerce assez dynamique. Et si vous voyez aujourd'hui encore que, malgré Ebola, parce que ça a été très très dur, étant donné que les commerçants et tous ont eu des difficultés pour aller en Chine, pour aller un peu partout, pour pouvoir travailler, étant donné que dans certains pays, il était impossible pour un Guinéen d'aller faire du commerce. Vous savez que ces gens allaient souvent en Arabie Saoudite, à Abu Dhabi et tout. Ça a été fermé pendant un certain temps, jusqu'à présent. Aujourd'hui, vous savez qu'il est impossible pour les Guinéens d'aller à la Mecque 2 ans de suite. Donc, vous voyez, ça a impacté durablement. Il y a eu, à un moment donné, un commerce trans-africain qui s'est un peu développé, étant donné que, bon, on a plus de possibilités ici et là, parce que, bon, en étant des frères, on arrive quand même à jouer un peu sur ça. Mais nous, ce que nous disons à l'UNDG, c'est que le commerce est extrêmement important et que cette dynamique-là que l'on a, puisque vous savez que on a en Guinée des commerçants qui sont assez dynamiques, assez importants, assez forts et qui ont... les pousser à reprendre du poil de la bête afin de... Oui, c'est ça. Alors donc c'est de donner déjà les autorisations, mais c'est surtout au départ, oui, avant tout ça, c'est bouter Ebola dehors de ce pays. Merci beaucoup, merci beaucoup, docteur Touré de l'UFR, merci docteur Sakoba Keita du RPG, docteur Fodé Marega de l'UFDG et bien sûr le docteur Tiernoba du PEDN d'être venu. À présent, nous allons, comme lors de chaque émission, vous proposer de vivre un peu la campagne électorale vue du terrain, voir ce que les candidats ou toute l'organisation qui est mise en place autour de cette élection présidentielle. A tout de suite, on se retrouve juste après.